Alors, on a vu les grands principes économiques qui permettent le développement de ce nouveau marché, mais alors, on voit aussi qu'il y a des mécanismes économiques qui vont découler de ces principes de manière plus ou moins insidieuse. Vous évoquez notamment les monopoles, les rentes. Est-ce que vous pouvez nous mettre le doigt justement sur tous ces paradoxes de cette nouvelle économie ? Alors, effectivement, un des premiers paradoxes, c'était celui qui est associé à l'idée de cure de jouvence du capitalisme. La promesse qui était faite, c'était non seulement l'idée qu'il y a un univers généralement moins autoritaire, mais c'était plus spécifiquement la promesse selon laquelle les entreprises pourraient être plus petites. Et ça existait un peu. Alors moi j'ai une cousine qui pendant longtemps a fait des savons au lait d'ânesse et elle a pu vendre ses savons au lait d'ânesse sur internet parce que effectivement les coûts de transaction étaient très faibles. Elle a pu trouver des clients loin de l'endroit où elle habitait. Si elle avait dû les vendre sur le marché local, il n'y aurait pas eu suffisamment de marché pour qu'elle puisse vivre. Mais l'hypothèse était que ça allait se généraliser. La réalité, c'est que ce petit entrepreneuriat, s'il existe, Le Bon Coin par exemple, fourmille de gens qui dégagent un petit revenu comme ça, reste malgré tout aux marges de l'économie du numérique. Ce qui a dominé, ce n'est pas ces petites initiatives, c'est au contraire effectivement un certain nombre de start-up, mais qui se sont transformées en féroces monopoles. Alors là, il y a deux choses à voir. La première chose, c'est la start-up. Alors, la start-up, c'est vraiment sympa. C'est vraiment, on pourrait dire, l'héroïne de notre temps. Pourquoi c'est sympa la start-up ? Parce que ça promet de faire un travail qui nous plaît, ça promet de faire un travail dans lequel on s'engage avec passion, et puis ça offre aussi l'idée que peut-être on va faire fortune, ce qui est un horizon qui effectivement peut être enthousiasmant. Et on comprend bien pourquoi en 2017, le président Macron, fraîchement élu, déclare en anglais « I want France to be a startup nation, to seek and move like a startup nation ». Alors, cette idée-là, on comprend pourquoi elle séduit. Mais à l'échelle d'un pays, c'est quelque chose qui est complètement idiot. La réalité, c'est quoi d'une start-up ? C'est qu'effectivement, parfois ça réussit, mais dans la très grande majorité des cas, c'est un échec absolument majeur. Et donc, il y a une forme de lien entre ce risque très important et cette capacité de réussite qui finalement est assez faible. La réalité est donc la suivante, c'est que dans les startups sympathiques, il y en a la plupart du temps qui finalement échouent, et tout simplement c'est des aventures qui vont apporter quelque chose, mais les autres, qu'est-ce qu'elles font ? Soit elles deviennent très grandes, et à ce moment-là elles deviennent des monopoles, soit elles sont absorbées par ces monopoles-là. Et les monopoles, c'est pas sympathique. C'est-à-dire que ce qu'on observe, et là on rentre déjà dans une nouvelle période qui est autour des années 2010, 2012, 2013, on commence à réaliser que finalement toute cette économie extrêmement créative est en train de s'enfermer dans un certain nombre d'entreprises extrêmement puissantes et omniprésentes. Ça va être les Google, les Amazon, les Facebook qui commencent à s'affirmer comme des monopoles de cette période-là. Et ça surprend. D'où vient cette force extraordinaire de ces entreprises qui étaient censées vivre dans un monde au contraire extrêmement fluide ? Comment se fait-il que de ces structures extrêmement ouvertes, où chacun peut interagir, naissent des pôles d'attraction aussi puissants et des capitalisations financières aussi importantes ? Eh bien la réponse, c'est une réponse qui est associée à un point, à mon avis, insuffisamment souligné dans les discussions sur le numérique, c'est le caractère doublement monopolistique, les logiques doubles de monopolisation qui sont à l'œuvre. Il y a une première logique de monopolisation qui est assez bien connue et assez classique. C'est une radicalisation de la logique industrielle des économies d'échelle. Dans le numérique, ça coûte très cher d'innover, mais une fois que vous avez innové, que vous avez inventé votre logiciel ou d'ailleurs vous avez créé un design ou quoi que ce soit, eh bien vous allez pouvoir le déployer à une échelle extrêmement large. Pour un logiciel, tout est dans les coûts fixes. Tout est dans la création du logiciel. Ensuite, pour le mettre à disposition, les coûts sont quasiment nuls. Bon. Et c'est vrai de l'ensemble des algorithmes qui peuvent être déployés, des services numériques qui peuvent être inventés. Donc on a cette logique finalement de monopole naturel où le premier arrivé peut tout de suite générer des revenus extrêmement importants dès lors qu'il y a une dynamique d'adoption. Et donc de cette façon-là, il y a un avantage considérable au premier entrant. Mais il y a un double effet. Et le double effet, quel est-il ? C'est que dès lors que l'on se déploie, on génère aussi des informations. Les consommateurs ou les autres entreprises interagissent avec votre service. Et ce faisant, ils génèrent des données. Et ces sources de données sont un moyen pour, à leur tour, améliorer le service que vous aviez. Donc il y a une espèce de boucle de rétroaction extrêmement puissante qui finalement vient redoubler la logique d'économie d'échelle que vous aviez précédemment. Vous avez des économies d'échelle au déploiement
qui favorisent le premier entrant, mais en même temps, une fois que le déploiement est réalisé, vous avez des économies d'échelle d'innovation qui vous donnent un avantage considérable.